Bonjour, bienvenue dans la première séance de ce cours sur l'histoire contemporaine. C'est une introduction à l'histoire contemporaine. En une douzaine de séances, on va essayer de faire le tour de cette période qui se définit assez bien par son nom, c'est-à-dire qu'elle est censée être l'époque dans laquelle nous vivons encore. Avant de commencer, je voulais vous dire quelques mots sur la façon d'utiliser ce cours. C'est un cours qui va à 100 à l'heure, des chapitres d'un quart d'heure, c'est relativement court. Donc il ne faut pas hésiter, quand on voit un nom propre, quand on voit une notion, quand on voit un pays, à aller chercher de l'information supplémentaire sur Internet, à consulter les encyclopédies, à aller chercher des lectures pour enrichir le contenu de ce cours et puis échanger avec des personnes dont vous savez qu'ils le suivent et puis avec d'autres, des curieux, essayer de mettre en perspective tout ce qui est signalé plutôt que développé dans ce cours qui reste une introduction. Et n'hésitez pas aussi à aller regarder d'autres images et d'autres extraits de films et d'actualités filmées qui vous aideront à mieux comprendre et à mieux sentir ce qu'est cette matière de l'histoire. L'histoire est un continuum. On pourrait d'ailleurs imaginer la réduire en un laps de temps assez court, comme dans cette histoire du monde en 2 minutes. Mais l'histoire, elle est aussi vécue à une échelle plus courte. On peut dire qu'elle relève d'un temps qui serait celui lié à la fois à des générations, on verra lesquelles, mais aussi à un ensemble d'institutions qui sont les nôtres et un ensemble d'expressions, de modes d'expression dans lesquels nous baignons encore. L'utilité de ce cours, elle est triple. Il s'agit d'abord d'identifier un savoir, un ensemble de faits, d'événements, de notions qui sont encore utiles pour nous. Il y a ensuite un deuxième aspect, un aspect intellectuel. Essayez de mettre en scène, de vous inculquer un certain nombre de façons de réfléchir, un certain nombre de techniques pour essayer d'avoir une meilleure connaissance du passé et peut-être aussi du présent. Et puis ensuite, il y a un dernier aspect qui est peut-être le plus important. C'est que l'histoire contemporaine, elle a une fonction presque générationnelle. Et on pourrait presque découper le cours à partir du rapport qu'il introduit entre différentes générations. Les générations lointaines, les générations manquantes, celles qui sont au-delà des arrière-grands-parents, qui généralement sont encore en vie, celles qui représentent au fond l'héritage d'un ensemble de gens qui ont forgé des institutions, des notions, des connaissances dont nous faisons encore usage. Ensuite, il y a les générations qu'on pourrait qualifier de générations présentes. Si on réfléchit, autour de nous, il y a des gens qui sont nés dans les années 1920 et qui sont encore parfois très actifs. Je pense à Edgar Morin, le sociologue, par exemple. Et puis, il y a ceux qui sont un petit peu plus jeunes, peut-être, mais qui continuent de mener une activité. Des gens qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, qui ont connu la guerre d'Algérie, qui se sont socialisés au moment de mai 1968. Et enfin vient une dernière génération, celle dans laquelle nous sommes directement impliqués, donc la génération du direct. On pourrait dire que c'est celle de BFM, celle de France 24, celle des grandes chaînes d'information continue, comme CNN aux États-Unis. Donc, on a au fond une dimension de ce cours qui est importante, c'est qu'elle permet de faire un lien entre ces différentes générations et donc de donner aux plus jeunes ou aux plus âgés, enfin surtout aux étudiants, des gens qui sont en première année d'université, un certain nombre de points communs avec leurs aînés, avec des gens plus âgés. Donc le contemporain, c'est ce qui est vivant et c'est ce que nous allons nous efforcer d'étudier dans ce cours. Il y a un débat classique d'ailleurs pour savoir quand commence cette époque contemporaine. D'ailleurs, selon les pays, ce n'est pas toujours les mêmes dates qui sont prises en compte. On considère que pour la Russie, c'était lié à l'Empire, que pour les États-Unis, c'est lié aux révolutions modernes, que pour la Chine, il faut attendre de rentrer dans la Chine contemporaine quelque part au milieu du 19e siècle. On hésite pour savoir si les guerres de l'opium, par exemple, sont ou pas partie de l'ère contemporaine. Pour le Japon, il faut attendre l'ère Meiji à la fin du 19e siècle pour qu'on puisse dire qu'on est vraiment rentré dans le Japon contemporain. Donc il y a un des débats sur ces questions. Quand est-ce qu'on est rentré vraiment dans le monde qui est le nôtre? L'hypothèse que j'ai choisie, c'est que l'histoire contemporaine commence quand se mettent en place des institutions qui sont à la base de nos sociétés. Et aussi quand s'établit un certain regard sur la vie publique qui admet la participation du peuple aux décisions, du moins au niveau des principes. Donc ce moment-là, c'est au milieu du
XVIIIe siècle qu'il se situe, à l'époque où vont avoir lieu la mise en place de nouveaux systèmes de référence, des grands textes juridiques, des constitutions qui vont servir au fond de modèle, pas seulement pour les pays où elles vont être adoptées, mais plus largement pour l'ensemble de la planète. Donc ces révolutions qu'on appelle généralement les révolutions civiques, souvent on les réduit à deux. Moi j'en ai ajouté une troisième, vous allez me dire pourquoi, j'y reviendrai. Trois révolutions civiques, la révolution corse, et oui, c'est une des premières dans les années 1750-1760. La Révolution américaine qui prend place presque une dizaine d'années plus tard, entre 1775 et 1787. Et puis la troisième, évidemment, celle qui est plus familière aux étudiants français, la Révolution française qui commence entre 1789 et puis qui continue comme ça pendant une décennie. Donc ces grands textes, on va avoir l'occasion de voir à quel point ils ont marqué nos sociétés, à quel point ils sont puissants pour définir une grande partie de ce qu'est la politique aujourd'hui. Mais évidemment, ce cours ne se limite pas à la politique. La politique est une condition, un lieu de réalisation, mais il doit prendre en compte le mouvement fondamental des sociétés qui influence à la fois les idées, les formes d'organisation et qui en même temps va créer les conditions d'une certaine richesse, de ce que pendant longtemps on a considéré comme le progrès. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir dans ce cours. Est-ce que nos sociétés progressent? Est-ce qu'elles progressent sur tous les plans? Voilà, ce sera un des enjeux de cet enseignement.